Bien, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, déjà veuillez m'excuser pour le petit retard. Alors, il nous faut d'abord procéder à la création d'une mission d'information sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'activité et la compétitivité des entreprises françaises, dont le bureau de notre commission a validé le principe pour exercer les fonctions de rapporteur de cette mission d'information. J'ai reçu les candidatures de monsieur Antoine Gauliot pour le groupe du Rassemblement national et de madame Emmanuelle Hoffmann pour le groupe Ensemble pour la République. Puisqu'il n'y a pas d'opposition, ils sont donc désignés rapporteurs de cette nouvelle mission. Félicitations. Par ailleurs, notre bureau a souhaité ouvrir la participation aux travaux de cette mission à un représentant par groupe. J'ai donc été saisie de la candidature en tant que membre de la mission de M. René Pilato pour le groupe LFI-NFP, M. Laurent Lardy pour le groupe socialiste, Mme Danielle Simonet pour le groupe écologiste et social, M. Pascal Lecamp pour le groupe démocrate, M. Charles Alongue pour le groupe UDR. Puisqu'il n'y a pas d'opposition, ils sont donc tous désignés membres de cette mission d'information qui est ainsi composée. Bien, notre commission est réunie ce matin pour procéder à l'examen de la proposition de loi qui vise à lutter contre la disparition des terres agricoles et renforcer la régulation des prix du foncier agricole, pour laquelle notre commission avait désigné comme rapporteur M. Peyo-Dufaux. Alors, vous le savez, juste quelques mots là-dessus, quand on parle de souveraineté alimentaire, alors se pose tout de suite la question du renouvellement des générations et de l'installation des agriculteurs, de nouveaux agriculteurs, et c'est en effet un aspect important pour, dans ces métiers que, évidemment, la question du foncier agricole. Et pour installer ces agriculteurs, eh bien, voilà, ce foncier agricole, nous avons donc regretté que ce soit un angle mort de la loi d'orientation agricole, et je me réjouis que nous puissions enfin nous pencher sur ce sujet grâce à cette proposition de loi. Comme vous le savez, les 2/3 des exploitations agricoles, des exploitants atteindront l'âge de la retraite dans les 10 ans, mais évidemment, vous y reviendrez, monsieur le rapporteur. En tout cas, la pression foncière est considérable dans un certain nombre de régions littorales et touristiques en particulier, avec des prix du foncier qui ne font qu'augmenter. Et la SAFER joue un rôle là-dessus très important pour réguler le foncier, malheureusement insuffisant. Vous êtes nombreux ici à le savoir. Son action ne permet pas d'endiguer toujours la spéculation foncière et l'accaparement des terres agricoles pour d'autres usages. Et c'est bien l'objet de cette proposition de loi, qui est inscrite en tant que texte transpartisan à l'ordre du jour de la journée du mardi 11 mars prochain après-midi et soir. Troisième texte à l'ordre du jour, ainsi que les jours suivants si on en a besoin. Elle comprend donc 4 articles. 2 amendements ont été déclarés seulement irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution, 3 au titre de l'article 40. La commission est donc saisie de 8 amendements et nous ouvrons comme d'habitude la discussion générale sur cette proposition de loi. Je cède donc la parole à notre rapporteur, M. Peyo-Dufaux. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Egunon, bonjour. Je voudrais d'abord remercier l'administrateur Lucas Portillo qui nous a accompagnés pendant ce travail et dont l'aide a été précieuse, accompagné de Lina Sbaiti, ainsi que Anne Lacouture, Gabi Arestegui et Alexis Bernigo pour ce travail d'équipe. Cette proposition de loi trouve sa source à Arbonne, au Pays Basque, où une maison à rénover, une dépendance quasiment en ruine et 15 hectares de terres agricoles devait être vendue en 2021 pour la modique somme de 3,2 millions d'euros. Le prix global était estimé par les domaines à 800 000 euros. L'occupation de 100 jours portée et soutenue de manière transpartisane par le monde agricole, les élus locaux et la population avait conduit au retrait de l'acheteur, mais surtout mis en lumière l'incapacité de la SAFER à réguler cette dérive. Vincent Bru, député MoDem qui m'a précédé sur cette 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques au Pays Basque, avait initié un travail et rédigé une première PPL. Elle n'est pas parvenue au stade de la commission et de l'hémicycle, mais en accord avec lui, nous avons repris le flambeau avec mon équipe afin de trouver une solution législative la plus simple et efficace possible. Ce qui existe au Pays Basque reflète un phénomène qui est général. Tout récemment, un hectare de terre agricole s'est vendu 170 000 euros à côté de Deauville. Un hectare de terre agricole, 170 000 euros, du fait de la proximité d'une maison de maître. Et notre travail nous a prouvé l'ampleur du problème et l'urgence à agir. La terre, le foncier agricole, vit une crise qui n'est que très peu évoquée. Sa disparition progressive.
Si l'artificialisation des sols est un phénomène reconnu et encadré par des mesures spécifiques, un processus plus insidieux reste en grande partie ignoré. Ce processus, on l'appelle la consommation masquée. Cette consommation masquée, ce sont des terres qui échappent à l'activité agricole, car vendues liées à un bâtiment, souvent une grande bâtisse, et contournent ainsi la régulation réalisée par la SAFER pour devenir des jardins d'agrément, de lieux de villégiature. Au Pays Basque, ce sont 200 hectares, soit l'équivalent de 4 de nos exploitations agricoles, qui disparaissent en superficie par an. Mais dans la Drôme, on approche 400 hectares de terres agricoles et en région PACA, l'équivalent de 78 exploitations par an. Ainsi, sur l'Hexagone en 2023, ce sont 27 000 hectares qui sont perdus, soit 2,5 fois la superficie de Paris. Si rien n'est fait, le phénomène va s'accélérer, comme l'a dit Madame la Présidente, avec le renouvellement des exploitants agricoles, dont plus de la moitié est proche de la retraite. Alors que nous avons collectivement affirmé ici l'importance de construire notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, nous ne pouvons pas nous permettre d'abandonner ces terres qui doivent pouvoir contribuer à nourrir toutes et tous. Devant l'urgence de la situation, nous avons donc initié un travail transpartisan en associant l'ensemble des acteurs du monde agricole afin d'arriver rapidement à cette proposition de loi qui rassemble dans un large consensus. Ce texte est composé de 4 articles et nous allons étudier quelques amendements qui visent à améliorer suite au travail de concertation mené durant les 12 auditions réalisées ces dernières semaines. Le premier article et le suivant, que je vous propose d'ajouter par amendement, vise à inciter à la ventilation du prix séparément entre le foncier agricole et le bâti non agricole entouré d'un jardin d'agrément dont nous allons vous proposer d'assouplir la définition afin de permettre de répondre aux remarques des acteurs auditionnés et notamment celles des propriétaires ruraux et à renforcer le mécanisme de révision de prix dans le cadre des préemptions partielles. L'article 2, lui, prévoit la possibilité d'étendre la vocation agricole des bâtiments à 20 ans sur les zones en tension au lieu des 5 ans actuellement pour aligner cette durée à celle appliquée sur les communes littorales. Cette détermination de zonage au-delà des communes rétro-littorales nécessite que nous discutions pour trouver la meilleure manière d'adapter son application aux territoires concernés. Lors des auditions, on en a parlé. J'ai eu quelques-uns d'entre vous sur ce sujet et on va ouvrir cette discussion pour préparer un amendement pour la séance pour avoir une détermination plus simple, efficace et qui collera au mieux au territoire. L'article 3 permet de faciliter les visites de biens par la SAFER. Si elles sont déjà parfois réalisées aujourd'hui, les systématiser facilitera les discussions en amont et les règlements amiables. Enfin, notre collègue Claudia Rouault a travaillé sur une problématique majeure qui est ressortie dans toutes les auditions, l'utilisation du démembrement de propriétés pour contourner la préemption des SAFER. Nous aurons l'occasion d'étudier les solutions qu'elle propose sur le sujet. Ces derniers mois, et plus globalement ces dernières années, nous ont permis de mesurer le désarroi et la colère du monde agricole. Si nous avons été unanimes ici à condamner le Mercosur et avons essayé de trouver des solutions pour que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail, nous n'avons pas progressé sur un facteur essentiel. Cet outil de travail primordial des agriculteurs reste toujours le même, celui avec lequel les agriculteurs entretiennent un lien viscéral. Cet outil, c'est la terre. Cette PPL n'a pas vocation à résoudre tous les problèmes, ni à remplacer une nécessaire grande loi sur le foncier agricole. Mais cette loi est une brique urgente dans la construction d'un tout nécessaire à la préservation de notre agriculture. Il compte unanimement sur nous pour permettre de préserver cette terre pour l'agriculture. Et dans cette bataille pour nos agriculteurs, chaque hectare compte. Mieszker, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Et je connais bien le cas d'Arbonne pour y avoir été en soutien des agriculteurs et des habitants qui se mobilisaient contre ce détournement d'usage des terres agricoles.
Donc, nous allons passer maintenant aux oratrices et orateurs de groupes politiques. Vous le savez, les règles dans cette commission adoptées en bureau, c'est donc que nous avons 4 minutes maximum en tout, avec 3 minutes maximum pour l'orateur ou oratrice, et donc au moins 1 minute pour monsieur le rapporteur. Et ensuite, nous passerons évidemment aux oratrices et orateurs individuels. Pour le groupe Rassemblement National, madame Géraldine Drangier. Merci. Merci, madame la présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes face à un enjeu crucial, la protection de notre foncier agricole. En 2023, la France a perdu plus de 13 000 hectares de terres agricoles sous l'effet de l'expansion urbaine, soit plus de la superficie de Paris. Par ailleurs, entre 15 000 et 20 000 hectares ont été détournés de leur usage agricole par des non-agriculteurs qui les transforment en terrains d'agrément. Cette double pression fragilise notre souveraineté alimentaire et compromet l'installation des jeunes agriculteurs déjà confrontés à de nombreuses difficultés. L'accaparement du foncier par des investisseurs non agriculteurs, souvent étrangers, le développement de champs photovoltaïques ou encore la flambée des prix rendent l'accès à la terre agricole de plus en plus difficile. L'accès au foncier est une nécessité pour le développement de notre agriculture et l'installation de nouveaux exploitants. La SAFER a vocation à préserver la disponibilité du foncier agricole et favoriser l'installation des jeunes agriculteurs. Le droit de préemption dont elle dispose doit viser exclusivement ces objectifs. Malgré cette prérogative, la régulation du foncier présente encore d'importantes failles et les SAFER ne parviennent pas à préempter efficacement les terres menacées de détournement. La proposition de loi examinée vise à renforcer les moyens d'action des SAFER en 3 points clés. D'abord, elle consolide leur droit de préemption partielle en distinguant clairement les terres agricoles des bâtiments d'habitation afin d'éviter que certaines ventes ne leur échappent. Ensuite, elle étend ce droit aux communes limitrophes des zones tendues et littorales où la pression foncière est la plus forte. Enfin, elle instaure un droit de visite avant l'exercice de la préemption, permettant une meilleure évaluation des biens mis sur le marché et une plus grande transparence des transactions. Cependant, nous tenons à alerter sur les dérives de la SAFER et l'absence de contrôle sur ses activités. Un rapport de la Cour des comptes en 2014 avait déjà relevé certaines dérives, notamment des opérations de substitution au bénéfice de grands exploitants ou d'agriculteurs étrangers, comme chez moi, les agriculteurs suisses. Le Rassemblement national a alerté sur l'absence de contrôle des pouvoirs publics et le risque de dérive dans la gestion du foncier. Il est donc impératif d'accompagner l'extension de ce droit de garantie solide afin d'éviter tout favoritisme ou détournement des prérogatives de la SAFER. Malgré ces réserves, ce texte a pour but de rendre plus opérants les moyens existants de la SAFER pour atteindre un objectif essentiel à notre souveraineté agricole, garantir l'accès à la terre et assurer une transmission juste des exploitations. Il est temps d'agir avec une ambition pour protéger nos agriculteurs et nos terres nourricières. C'est pourquoi nous voterons pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci Madame Grangier. Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup pour le soutien. Sur les potentielles dérives des SAFER, alors nous, c'est vrai qu'au Pays Basque, il y a un consensus et ça travaille très bien les différents acteurs. Il n'y a pas ce genre de problème. Et dans les auditions, en effet, on a entendu ce message que dans certains endroits, dans certains départements, il pouvait y avoir des dérives. Donc, en effet, alors le but de la PPL, évidemment, n'est pas de rentrer au cas par cas, département par département, ou SAFER par SAFER, dans la manière de faire des SAFER. Mais c'est quelque chose qui est partagé et qui nécessitera certainement un travail dédié à ce moment-là. Mais merci pour le soutien. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe Ensemble pour la République, monsieur Antoine Armand. Merci, madame la présidente. Mes chers collègues, monsieur le rapporteur, merci. Merci pour votre présentation et merci pour votre travail. Au fond, vous avez commencé à les mentionner. On s'attaque ici à 3 des contournements les plus fréquents des mécanismes de régulation qui ont été mis en place et qui ont été renforcés au fur et à mesure des années pour la SAFER. 1, la rétention du foncier.
avec l'idée de garder plus de 5 ans un bien pour lui faire perdre, si vous me passez l'expression, son usage agricole. Le deuxième contournement, c'est celui du démembrement de propriété, puisque, comme nous le savons, la SAFER ne peut pas aujourd'hui en droit préempter sur la nue propriété. Donc le démembrement permet, séparant l'usufruit de la nue propriété, ce contournement. Et puis le dernier, c'est le contournement par la préemption partielle. Ça a été mentionné par les collègues, qui consiste à imposer à la SAFER d'acquérir l'ensemble du bien et non uniquement le foncier agricole. Et dans des départements ou dans des zones extrêmement tendues, c'est le cas dans mon département de Haute-Savoie, ça peut évidemment avoir un impact sur les prix conséquents et donc dissuader ou empêcher de facto par des moyens, par la contrainte financière, la préemption. Vos articles visent précisément à remédier à ces situations. Je vous remercie d'avoir précisé la réécriture que vous imaginez pour l'article 1er, pour assurer notamment la constitutionnalité de la loi. Je voudrais, si vous le permettez, revenir sur quelques points dans l'article 2 qui me paraissent potentiellement problématiques. Donc, le Code rural prévoit aujourd'hui que les SAFER peuvent préempter des bâtiments qui n'ont plus d'usage agricole depuis moins de 5 ans, lorsque ces bâtiments sont en zone agricole ou en zone montagne. La loi PA1 a permis que ce délai soit porté à 20 ans dans les zones littorales. Dans l'article 2, vous proposez d'élargir ce délai de 20 ans aux communes situées en zone tendue et vous donnez la possibilité au préfet de ces départements que toutes les communes qui sont situées dans un département où il y a des zones tendues puissent faire l'objet de la préemption. Ça fait que sur les 96 départements hexagonaux, 59 qui comptent une zone tendue seraient directement concernés. Donc ça veut dire que 2/3 du territoire seraient directement concernés et que ça dépendrait du bon vouloir, l'expression n'est pas bonne, mais du préfet. Donc je pense qu'on a là un enjeu de réécriture. Et le deuxième, ça ferait que des communes qui ne sont pas en zone tendue, qui ne sont pas dans une zone tendue, seraient potentiellement visées par le délai de 20 ans, alors que des communes qui le sont manifestement, même si elles ne sont pas classées, ne le seraient pas. Donc je pense qu'on peut avancer en matière. Et puis un dernier point que je voudrais souligner, c'est que la LOA a permis de sortir les bâtiments à usage agricole du ZAN. Mais on connaît le fait aujourd'hui qu'il peut y avoir de la spéculation foncière, parce que quand il n'y a pas besoin de changer la destination du bien agricole, du bien à un usage d'habitation agricole à un bien à un usage d'habitation classique, on voit la dérive qu'il pourrait y avoir, acheter un bien agricole et le transformer sans avoir à passer par le ZAN, avec un impact de spéculation qui irait exactement à l'inverse de ce que vous proposez. Donc au-delà de ces quelques remarques mineures, vous doutez bien que nous soutiendrons cette proposition transpartisane et utile. Je vous remercie. Merci, Monsieur Armand. Monsieur le rapporteur. Ouais, merci beaucoup, chers collègues. Pour la réécriture nécessaire de l'article 2, on en a échangé. En effet, il est nécessaire et donc on ouvrira le débat ici pour essayer de trouver ensemble la meilleure des solutions. Pour ce qui est de l'élargissement du droit de préemption, on est par amendement contraint par l'article 40. Donc si on arrive à trouver la meilleure des solutions, il faudra qu'on se tourne vers le gouvernement pour que lui dépose les amendements en notre nom, de manière à ce qu'on puisse les faire passer sans qu'ils soient bloqués. Si vous connaissez du monde au gouvernement, ça pourra faciliter les choses, je pense, chers collègues. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe de la France Insoumise, madame Mathilde Digné. Merci Madame la Présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le rapporteur de nous permettre d'avoir un débat sur le foncier agricole, parce que malheureusement on n'a pas pu l'avoir lors du débat, lors de l'examen de la loi d'orientation agricole, dont l'objectif affiché était pourtant le renouvellement des générations d'agriculture. Or, on sait que l'accès au foncier est l'un des principaux freins à l'installation et que nombreux sont ceux qui renoncent à leur projet d'installation faute de solution. J'ajouterais également que le sujet du foncier agricole, il est aussi lié au problème des petites retraites en agriculture, puisque certains cédants sont contraints de miser sur la vente de leur ferme pour s'assurer une retraite digne. Cela peut donc les contraindre à vendre rapidement au plus offrant, au détriment de l'installation d'un nouvel agriculteur ou d'une nouvelle agricultrice. En concurrence avec l'urbanisation et la volonté d'agrandissement des exploitations agricoles, une personne qui souhaite s'installer en agriculture ne fait pas le poids financièrement, surtout pour les non issus du milieu agricole, qui aujourd'hui, l'ENIMA représente 60% des candidats à l'installation. Ils doivent donc acheter des terres pour leur installation. En 2023, le CGAER identifie que sur les 10 dernières années, l'agriculture a perdu chaque année en moyenne 60 000 hectares.
un tiers est artificialisé, un tiers passe en usage forestier et un tiers est abandonné. Il est pourtant indispensable de préserver les terres agricoles afin de garantir notre souveraineté alimentaire. Et les SAFER, elles jouent là un rôle essentiel puisqu'elles sont chargées de garantir la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers et de favoriser l'installation d'exploitations agricoles. C'est pourquoi nous soutenons cette proposition de loi dont l'objet est de lever un certain nombre de freins. Cependant, ce n'est qu'un début. Cela ne suffira pas à corriger les nombreux dysfonctionnements qui sont aujourd'hui constatés dans l'attribution du foncier agricole. Je pense par exemple à la répartition d'une ferme dans le Maine-et-Loire où 87% des terres ont été attribuées à l'agrandissement alors que 3 porteurs de projets souhaitaient s'installer sur la ferme. Et ce n'est pas une exception. 2 tiers des terres libérées par les agriculteurs qui partent en retraite partent à l'agrandissement. Le mode de financement actuel des SAFER est presque exclusivement issu de la plus-value sur les transactions immobilières. Cela peut donc les conduire à privilégier les opérations les plus avantageuses. De plus, leur mode de gouvernance actuel est loin de garantir la démocratie et la transparence. La situation s'est améliorée depuis que la Cour des comptes a pointé en 2014 les problématiques de transparence dans l'attribution des terres agricoles, mais la situation est loin d'être satisfaisante. Donc d'ici 2030, il y a 5 millions d'hectares qui devraient changer de main. C'est 1/5 de la surface agricole utile. Donc cette proposition de loi, elle est la bienvenue, mais elle ne doit pas faire oublier l'urgence d'une véritable loi foncière pour préserver, répartir et prioriser l'accès au foncier agricole. Merci. Merci Madame Igné. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup pour le soutien. On a pas mal parlé du financement des SAFER lors des auditions. C'est un sujet qui est revenu souvent. Ce n'est pas l'objet de la PPL, mais en effet, il y a un sujet, étant donné qu'il se rémunère au pourcentage, ça peut potentiellement amener à des dérives. Ce n'est pas général, mais ça peut arriver. Je l'ai dit dans ma DG, c'est une première brique d'un tout nécessaire sur le foncier agricole. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une urgence sur le sujet de la consommation masquée. Il faut réussir à valider cette première mesure et il y aura une nécessaire loi plus importante, mais qui sera peut-être pas d'initiative parlementaire. En tout cas, ça sera relativement compliqué. Il faudra qu'il y ait un consensus aussi sur le foncier agricole, beaucoup plus largement. Je partage, et c'est souvent ce qui est ressorti lors des auditions également. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe socialiste, monsieur Iñaki Etxaniz. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, cher Peyo. Enfin, il nous est possible de débattre et de travailler sur des mesures concrètes pour la préservation et la régulation du foncier agricole, premier outil de travail pour nos agriculteurs. Alors qu'une grande loi foncière n'a jamais vu le jour, malgré les engagements du Président de la République, je suis heureux de voir des solutions parlementaires émerger pour répondre aux préoccupations du monde paysan. Parmi les sujets d'inquiétude légitime, le foncier occupe une place centrale. 13 000 hectares d'espaces agricoles et naturels ont été perdus au profit du marché de l'urbanisation en 2023. 20% de la surface agricole française vont changer de main d'ici 2030. Ce texte est le fruit d'un travail transpartisan et d'une collaboration étroite avec les acteurs du terrain. Et je tiens à saluer l'investissement de mon collègue Peyo Dufaux depuis plusieurs mois sur ce sujet particulièrement important chez nous dans les Pyrénées-Atlantiques et au Pays Basque, où la pression immobilière et l'envolée des prix menacent la souveraineté alimentaire de tout un territoire en privant nos agriculteurs de terre. Dans le rétro-littoral, des terrains de 15 hectares sont mis en vente à plusieurs millions d'euros, au mépris de nos outils de régulation trop facilement contournés ou simplement inadaptés pour répondre à certaines situations. Il fallait agir. Cette proposition de loi répond à des problématiques que nous pouvons retrouver dans de nombreux territoires au-delà des Pyrénées-Atlantiques et du Pays Basque. Les articles de ce texte sont équilibrés et efficaces. Ils entendent renforcer les moyens d'action des SAFER. Le texte consolide leur droit de préemption partielle pour qu'elles puissent agir en révision des prix et sauver les terres agricoles de la spéculation. Avec cette mesure, 3 hectares à 1 million d'euros, ce sera fini. Il élargit le champ d'action aux communes touchées par une pression sans précédent sur le foncier, comme dans le rétro-littoral. Ce texte propose également de donner aux SAFER un droit de visite préalable à la préemption d'un bien afin de pouvoir obtenir des informations plus précises sur sa nature. Enfin, pour rappel, chers collègues, le Conseil constitutionnel juge que des limitations peuvent être apportées au principe de liberté d'entreprendre et de droit de propriété si elles sont justifiées par l'intérêt général. La préservation du foncier agricole est, je crois, un solide motif
d'intérêt général. En ces temps troubles, le renforcement de notre souveraineté alimentaire n'a jamais été plus d'actualité. Le groupe socialiste et apparenté est donc heureux de porter et soutenir cette proposition de loi. Je vous remercie. Mileshker Deneri. Merci, Monsieur Etchaniz. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Mileshker Iñaki. Donc, en effet, et la LOA vient justement qualifier l'intérêt général majeur de l'agriculture. La LOA vient de passer et ça tombe très à propos, justement. Aujourd'hui, on a un enjeu majeur. Il faut les réponses adaptées. C'est une première de ces réponses, en espérant que les autres suivront rapidement. Merci pour le soutien. Merci. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Julien Dive. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur pour le travail que vous nous présentez et cette proposition de loi que j'ai co-signée lorsque vous me l'avez proposée il y a maintenant quelques mois. Il est vrai, on ne peut pas parler dans l'époque qu'on traverse aujourd'hui et qu'on connaît tous, avec un contexte de succession et de transmission des exploitations qui va aller en s'accélérant avec les départs en retraite de nombreux agriculteurs dans les années qui viennent. Je ne vais pas revenir sur les chiffres, on les connaît tous par cœur. Il est vrai que la loi d'orientation de l'avenir agricole qui entendait répondre et qui entend répondre maintenant qu'elle est adoptée à l'installation des jeunes en agriculture avait quelques angles morts, et parmi ces angles morts, la question du foncier en faisait partie. Un peu touché ici ou là, et on vient de l'évoquer avec la question du ZAN, l'adaptation du ZAN pour les bâtiments agricoles, mais il n'empêche que sur la question du foncier, il y avait peu de choses. Et il y avait d'autres angles morts, mais le foncier en faisait partie. Il est vrai aussi que la question du foncier doit être traitée, soit dans une loi d'ampleur, projet de loi par exemple, qui pourrait être porté par le gouvernement, mais il était aussi essentiel d'apporter quelques points de réponse, et vous le faites au travers de cette proposition de loi, parce que la France est 54% de surface agricole utile. Et dans un contexte que, là aussi, nous connaissons tous, le besoin de fournir des denrées alimentaires saines, accessibles pour nos populations, et même au-delà, en tout cas moi je l'assume comme tel, la France doit être capable de produire et d'exporter, avec un tiers de cette SAU en herbe et 2 tiers de cette SAU en terre arable, avec des spécificités aussi, des zones de grande culture, avec une qualité des terres qui fait qu'elles sont très, très productives, avec des zones intermédiaires. Forcément, l'adaptation de la loi foncière doit tenir compte des spécificités territoriales. Et vous en êtes un exemple, puisque vous partez d'un cas précis, et je salue d'ailleurs la courtoisie que vous avez eue dans votre propos introductif tout à l'heure, de citer votre prédécesseur d'un autre groupe politique qui avait travaillé sur la question. C'est rare, et donc ça mérite d'être souligné, de mettre en avant le fait que c'est un travail collectif. Vous partez d'un cas précis, celui que vous avez connu et vous connaissez dans votre territoire agricole, il est vrai, polyculture, élevage, et on pourrait presque dire parfois en zone intermédiaire, puisqu'il y a des zones aussi peu productives, et touristique. Et forcément, vous rassemblez toutes les conditions pour mettre en exergue le contournement des lois qui ont pu être faites en la matière. Pain, ça me passe tous, ça a été évoqué tout à l'heure, et donc forcément, un cas précis qu'on peut connaître ici ou là, il était important de pouvoir aller plus loin, notamment sur la question du délai. Là, j'aimerais aussi faire la même réserve que notre collègue Armand sur l'adaptation de ce délai des 20 ans. Non pas que je sois opposé, ce n'est pas mon propos, simplement je mets juste le même point d'alerte que notre collègue Armand sur l'extension de ce droit de 20 ans, enfin ce délai des 20 ans, aux autres territoires. Puisque je viens de prendre un cas précis avec une réalité que vous connaissez et qu'on connaît dans d'autres territoires, mais ce n'est pas forcément duplicable dans tous les territoires de France, dans tous les départements de France. C'est pour ça que je voulais juste vous mettre en alerte, et je termine, Madame la Présidente, par une remarque. Attention quand même, on va renforcer le rôle de la SAFER, attention quand même à ce que ces SAFER n'aient pas non plus un rôle, ou en tout cas une action qui est de nature spéculative sur certaines transmissions. Merci. Merci, Monsieur Dive. Monsieur le rapporteur. Chers collègues, alors... oui, j'ai cité Vincent Bru, mon prédécesseur, et je le fais volontairement. Ce travail, c'est un travail qui part du Pays Basque, qui a été transpartisan au Pays Basque. Et quand je suis venu vous voir pour co-signer cette PPL, on a échangé, et vous avez, au-delà des potentielles différences politiques, et je crois que c'est ce que les gens attendent de nous aujourd'hui, c'est quand il y a des mesures de bon sens, qu'on y aille ensemble. Et je salue et je remercie votre signature là-dessus. Et clairement, c'est, je pense, une des voies
qu'on doit emprunter à l'avenir. Et moi, j'assume cette ouverture. Les 20 ans, je l'ai dit en propos introductif, ces 20 ans, on a bien analysé qu'aujourd'hui, la disposition telle qu'elle est rédigée ne convient pas. Et je le redis, mais je l'ai dit au collègue Armand tout à l'heure, on va en discuter de manière à rédiger ça de la meilleure des manières possibles et dans le sens du consensus également. Merci. Monsieur le rapporteur, pour le groupe écologiste et social, monsieur Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues. Protéger les terres agricoles pour protéger la capacité nourricière de notre pays, voilà un objectif qui devrait toutes et tous nous réunir. Sans terres agricoles, il n'y a ni souveraineté alimentaire, ni droit à l'alimentation. Ainsi, je tiens à remercier le rapporteur Peyo-Dufaux, ainsi que l'ensemble des collègues de tout groupe ayant soutenu ce texte jusqu'à son inscription à l'ordre du jour. Cette proposition de loi, en renforçant les moyens d'action des SAFER, vise à lutter contre la consommation masquée du foncier agricole, c'est-à-dire l'achat de terres agricoles pour des usages qui ne sont pas agricoles, tels que le loisir, le stockage, bien sûr la spéculation, voire tout simplement pour s'assurer de ne pas avoir de voisins. Cette consommation masquée du foncier agricole s'accroît depuis la période du Covid. En 2022, c'était plus de 17 000 hectares qui ont ainsi été détournés de leur usage agricole. Heureusement, en France, nous avons les SAFER qui, grâce à leur droit de préemption, jouent un rôle majeur dans le contrôle du foncier agricole. Pour qu'elles puissent assurer leur mission, il est nécessaire de les doter d'outils actualisés. Cette PPL s'y emploie en consolidant le droit de préemption partielle de la SAFER par la distinction entre les terrains agricoles et bâtiments d'habitation. Elle s'y emploie en étendant les droits de préemption de la SAFER dans les communes proches des littoraux et des zones tendues. Elle s'y emploie enfin en octroyant un droit de visite des SAFER avant préemption. La protection du foncier agricole est un enjeu majeur pour la pérennité de notre agriculture, la préservation de l'environnement, la vitalité de nos campagnes et le maintien d'emplois ruraux. Alors pour nos paysages, pour nos paysans, pour notre souveraineté alimentaire et pour le droit à l'alimentation, les terres agricoles doivent être protégées. Comme le disent les SAFER, chaque hectare compte. En cohérence, le groupe écologiste et social soutient cette proposition de loi transpartisane et espère retrouver le même soutien transpartisan dans la défense des autres outils permettant de protéger nos terres agricoles, et notamment le ZAN, zéro artificialisation nette. Nous espérons aussi le même engouement transpartisan contre des projets trop peu utiles, hors de leur temps, que ce soit de nouvelles autoroutes, centres commerciaux ou plateformes logistiques, qui artificialisent des terres agricoles par centaines d'hectares. On ne protège pas les agriculteurs en s'attaquant à leurs terres, alors ensemble, préservons-les. Merci, monsieur Tavernier. Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues. Et merci pour le soutien que j'apprécie pleinement. Pour le groupe démocrate, monsieur Pascal Lecamp. Oui, merci Madame la Présidente, monsieur le rapporteur, chers collègues. Le contexte a été rappelé, très bien rappelé par le rapporteur. La disparition des terres agricoles apparaît parfois comme un dommage collatéral de la difficulté du renouvellement des générations agricoles, de l'intérêt spéculatif de leur faire changer d'objet, de l'inflation foncière et immobilière, etc. Pourtant, nous avons créé en 1960 la SAFER pour qu'elle joue ce rôle, entre privé et public, servant l'intérêt général de régulation foncière. Mais au quotidien, dans les discussions que nous avons avec les SAFER et les agriculteurs sur nos territoires respectifs, nous les trouvons parfois tous collectivement impuissantes à empêcher issue une vente en bloc d'une ferme immense, comme c'était le cas il y a 2 ans dans mon département, 2000 hectares, issue une préemption car trop coûteuse. Si nous voulons atteindre l'objectif de maintenir les 400 000 exploitations en France à horizon 2035 que l'on s'est fixé ensemble dans la LOA, il faudra donc davantage développer le portage foncier, un sujet auquel je suis très attaché, certes, mais aussi donner les moyens d'agir à la SAFER en lui permettant de préempter et stocker du foncier à destination des nouvelles générations d'agriculteurs. Alors oui, renforcer ses prérogatives doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur sa gouvernance. Mais tant que la SAFER est l'outil national de référence de la régulation foncière en France, permettons-lui d'agir, sinon inventons autre chose. La proposition de loi de notre collègue Peyo-Dufaux, que j'ai d'ailleurs co-signée, adresse certains des blocages que nous rencontrons sur le terrain, je les ai évoqués. Elle a d'ailleurs ce caractère apartisan, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, qui est souvent le signe du bon sens basque, j'allais dire, puisqu'elle est un peu l'héritière de la proposition faite par notre ancien collègue démocrate et basque aussi, Vincent Bru. Elle se nourrit d'expériences de terrain où l'impuissance publique et privée ont créé des frustrations, des occasions manquées, des terres parties qu'on ne retrouvera pas de sitôt cultivées. Alors j'en profite pour plaider pour que les prochains PLF adressent la question des plus-values latentes,
qui se révèlent lors d'une vente de ferme et qui empêchent beaucoup de divisions et donc d'installation de jeunes. Vous l'avez compris, le groupe démocrate soutiendra donc cette proposition et les amendements qui viendront renforcer l'arsenal dont bénéficie la SAFER dans le respect du droit de propriété. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecamp. Monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues, pour ce soutien. Et voilà, on va avancer ensemble donc. Merci beaucoup. Merci. Pour le groupe Horizon, Monsieur Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous invitez les députés à se pencher sur un sujet très important, crucial pour l'agriculture et l'avenir des agriculteurs, le foncier. J'ai co-signé votre proposition de loi en mon nom personnel, mais aussi au nom d'un certain nombre de collègues du groupe Horizon et Indépendants qui s'intéressent au sujet. Le foncier a fait l'objet d'une grande réflexion dans les années 60 à travers les lois d'Edgar Pisani, 60-62, par la création, comme vient de le dire l'orateur précédent, Pascal Lecamp, de la création des SAFER. Et votre proposition de loi, qui par nature est une proposition de loi, donc ça n'embrasse pas toute la problématique du foncier, mais elle présente un intérêt, c'est qu'elle nous conduit à travailler sur ce qui fait l'objet de convoitises depuis 60 ans. Parce que finalement, depuis 60 ans, le foncier agricole fait l'objet de convoitises de personnes qui ne sont pas toujours intéressées par l'avenir de l'agriculture. Et notre rôle, c'est de se pencher pour préserver ce trésor que représentent les quasiment 28 millions d'hectares de surface agricole utile que comprend notre pays. Moi, je vais inviter la Commission à réfléchir sur un sujet plus particulier à travers un amendement que j'ai déposé, il s'agit de la concurrence organisée dans les territoires par d'autres instances que les SAFER pour préempter les terres agricoles. Je m'explique. Syndicats de production d'eau potable pour mettre en place les périmètres de protection, intercommunalité pour parfois installer des agriculteurs pour des projets alternatifs, ou alors les départements pour créer des espaces naturels sensibles. Et là, on a un sujet où les SAFER, qui sont l'outil des agriculteurs, se trouvent dépossédés de leur mission, donc de droit de préemption. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les instances que j'ai citées tout à l'heure, par conventionnement avec les SAFER, puissent travailler sur la mise en place des périmètres de protection, sur la mise en place de projets alternatifs et sur la création des espaces naturels sensibles. Voilà principalement, monsieur le rapporteur, on a pu en échanger de manière bilatérale, comme disent les gens bien ici au Parlement. Et donc j'espère que l'amendement en commission ou à l'Assemblée trouvera un écho favorable. Je vous remercie. Merci, monsieur Thierry Benoît. Monsieur le rapporteur. Oui, on avait bien noté votre amendement et c'est quelque chose qui est revenu dans les auditions. Donc on en parlera tout à l'heure, en effet. Sur cette PPL, en effet, vous avez parlé des réformes initiées par M. Pisani à l'époque, la création des SAFER. Il y a eu la loi d'avenir aussi en 2014. Il y a eu la PPL de Dominique Potier, ici présent, en 2017. Et on a eu aussi la PPL de M. Saint-Pastous. Donc on voit bien qu'il y a des réajustements qui se font ici et qui sont nécessaires. Il en faudra davantage, mais on est bien d'accord là-dessus. On a, je pense, une unanimité là derrière. Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe Lyot, monsieur David Topiak. Merci, madame la présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, la pression sur nos terres agricoles est de plus en plus forte. L'urbanisation galopante, la construction de nouvelles infrastructures et l'étalement urbain grignotent chaque année des milliers d'hectares de terres fertiles. À cela s'ajoute la spéculation foncière et un phénomène de concentration qui fragilise l'accès à la terre pour les agriculteurs, notamment les jeunes générations. Pour maintenir notre souveraineté alimentaire, nous devons préserver le foncier agricole. Cela requiert un certain nombre de décisions radicales qu'aucun des derniers gouvernements n'a voulu prendre. Cela fait plusieurs années que l'on annonce une grande loi foncière sans que rien, pas même des premières pistes de réforme, ne se concrétise. Aussi, je remercie Peyo Dufaux de s'être emparé du sujet. Sa proposition de loi n'est pas révolutionnaire, mais elle apporte des ajustements nécessaires et attendus pour préserver les terres là où elles sont les plus en danger. La SAFER est aujourd'hui insuffisamment armée pour exercer son rôle dans les territoires en tension. Elle peine à garantir que les terres y restent dédiées à leur vocation agricole, car son droit de préemption n'est pas suffisamment opérationnel.
Le droit de préemption partielle, notamment, fonctionne mal. Il n'a de partiel que le nom, puisque le propriétaire peut toujours exiger que la SAFER se porte acquisitrice de l'ensemble des biens ciblés. Là où le prix des maisons explose, dans les zones touristiques notamment, cette exigence se traduit bien souvent par un renoncement de la SAFER à son droit de préemption. Autrement dit, des terres autrefois agricoles échappent à leur vocation initiale. Vous proposez de rendre ce droit de préemption partielle plus opérationnel en octroyant la possibilité de dissocier une maison d'habitation et son jardin des terrains agricoles. Des interrogations subsistent quant à la constitutionnalité d'une telle mesure. Mais au vu de la situation critique dans laquelle nous sommes, je suis convaincu que nous trouverons au cours de la navette parlementaire les compromis et les garanties nécessaires. De même, nous sommes favorables à l'article 2 qui permettra de faciliter le changement de destination pour permettre aux bâtiments agricoles de se réinstaller là où la pression immobilière s'accroît. Quant au droit de visite, c'est une mesure de bon sens qui permettra de donner à la SAFER les moyens d'obtenir une évaluation plus juste des biens mis sur le marché et renforcer ainsi son expertise et sa capacité à réguler le prix. Vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, nous sommes favorables à cette proposition de loi. Merci. Monsieur Topiac, monsieur le rapporteur. Merci pour le soutien, chers collègues. Pour l'histoire de la constitutionnalité, on va proposer un amendement de réécriture justement pour coller davantage encore au retour qu'on en a eu lors des auditions et qui permet de rendre la mesure moins abrupte en tout cas et donc qui devrait permettre, on pense, de passer la constitutionnalité. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et pour le groupe GDR, monsieur le président Chassaigne. Merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, redire notre attachement aux SAFER. Même si ce n'est pas parfait, le constat qui est fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis quelques années pour qu'il y ait plus de transparence. En tout cas, c'est ce que je constate dans le département où je suis élu, où il y a très peu de contestations d'ailleurs sur la politique qui est conduite par la SAFER. Regretter, bien sûr, qu'il n'y ait pas une grande loi foncière. Vous savez, la loi foncière, c'est comme l'Arlésienne, là on en parle toujours, on ne la voit jamais arriver. Et faute de grands soirs, on est obligé d'avoir des petits matins. Et on peut dire que c'en est un là aujourd'hui. C'est une forme de grignotage qui se fait petit à petit. On essaie nous essayons de faire avancer les choses. Donc on attend toujours cette grande loi, peut-être qu'elle arrivera un jour. Et il y a toujours à faire. Et je voudrais donner un exemple. Je ne pense pas que la loi le permette. C'était un sujet que j'avais défendu il y a quelques années. Vous savez, pour les plus anciens d'entre nous, il y avait une évolution sur les cabanes d'ostréiculteurs qui faisait que ces cabanes pouvaient être préemptées pour être confiées à des ostréiculteurs, alors que certains s'en saisissaient du côté du Barsac, d'Arcachon et tout ça. Et on vit la même chose. On vit la même chose avec des bobos annuellement bucoliques qui achètent un bâtiment dans les alpages, ça s'appelle Buron ou Jasserie sur mon territoire. Et ces bâtiments-là ne peuvent pas être soumis à la SAFER. Alors chaque année, c'est les petits copains qui arrivent, ils découvrent le soir, en urinant devant le bâtiment, qu'il y a des étoiles dans le ciel. Et à côté de ça, on a des bergers qui vivent sous des toiles, sous des tôles. On a des bergers qui vivent sous des tôles. Et donc c'est un bâtiment, c'est pas une terre agricole, mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi un besoin, des oubliés que sont notamment les travailleurs saisonniers, les oubliés des temps modernes, et qu'il faudra bien un jour se saisir de cette possibilité de préempter des bâtiments de montagne pour pouvoir accueillir des travailleurs qui vivent leur activité avec beaucoup de difficultés. C'était le message que je voulais faire passer. En tout cas, bien évidemment, on est co-signataire, on votera. C'est un petit cheminement en plus, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président Chassaigne, merci. Le message est bien passé. On connaît sur les zones littorales la même problématique d'hébergement, y compris pour les saisonniers. Et aujourd'hui, l'activité économique touristique pâtit de l'attractivité du territoire, puisque
on est obligé, on se retrouve avec des restaurants qui sont fermés 3 jours par semaine l'été, par manque de main-d'œuvre. Parce que pour loger de la main-d'œuvre, si on doit les mettre dans un Airbnb qui coûte 1 500 ou 2 000 euros la semaine, ça devient vite compliqué quand on doit gagner un SMIC. Et donc on est en train d'être confronté à la réalité de la surattractivité et de l'accaparation par certains de biens qui doivent faire vivre les territoires plutôt que d'être des lieux de villégiature. On n'empêchera jamais les gens d'acheter. L'idée, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à préserver les outils indispensables pour faire vivre nos territoires. Et je vous rejoins, au-delà des terres agricoles, il y a aussi le logement. Et ça sera, on a déjà commencé à y travailler, je ne m'éternise pas, mais c'est une réflexion un peu plus... d'un peu plus long cours, mais sur laquelle on est en train de travailler et qui, j'espère, reviendra ici à l'Assemblée dans quelques années ou quelques mois. Merci, monsieur le rapporteur. Je me permets de rebondir sur la question des salariés agricoles. J'ai eu l'honneur de diriger une thèse avec l'IRES et l'INRA qui comptabilise 800 000 salariés agricoles. Et beaucoup plus d'ailleurs que ce que comptabilise la DARES. Et voilà, faut le savoir quand même, il y a 800 000 personnes qui passent par le salariat agricole chaque année, quoi. Bref, ceci étant dit, j'ai entendu aussi l'hommage à la SAFER. Je crois qu'il y a 63 ans exactement cette année. C'est 62, hein, c'est ça, les SAFER. C'est les grandes lois de modernisation de Pisani. Et donc, évidemment, je crois que nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'elle joue un rôle essentiel et qu'il faut pouvoir aussi renforcer ce rôle. Voilà, on a entendu ses limites aussi, hein, mais évidemment aussi cette proposition de loi qui vient tenter en tout cas de renforcer ce rôle de la SAFER. Nous passons maintenant aux oratrices et orateurs individuels. D'abord avec monsieur Dominique Potier. Merci Madame la Présidente. Je voudrais rendre hommage d'abord au Pays Basque. Parce qu'il y a quelques mois, on a voté une loi de régulation des meublés touristiques grâce à l'investissement de notre collègue Inaki, de façon transpartisane. Peyo aujourd'hui prend le relais sur une problématique qui est proche. C'est la question du partage de la valeur. C'est qu'on ait tous une place sur terre, une place au soleil, quoi. Et merci pour ce travail-là. Vive le Pays Basque et vive la République. Maintenant, je vais vous dire une chose très franchement. C'est plus facile d'attaquer Bob Hollande et les quelques riches qui, pour leur loisir, accaparent des terres, que de faire la justice à l'intérieur de la profession agricole. Donc on est sur un petit bout du sujet, un sujet précieux, très important, notamment dans les zones à impact touristique. J'avoue que dans le Grand Est, on est un peu moins embêté par ces sujets. Bon. Mais n'empêche que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il ne faudrait pas qu'il occulte le grand sujet qui est celui du partage du foncier au sein de la profession agricole. Et celui-là, ça fait des années, ça fait 10 ans qu'on se bat pour qu'il soit inscrit. Madame la Présidente, est-ce que cette mission foncier que nous demandons depuis la PLOA, c'était un vide abyssal, cette absence de la question foncière, alors qu'on croyait parler renouvellement des générations? On est dans une hypocrisie absolue avec cette loi qui laissait de côté le sujet principal qui aurait dû être traité. Est-ce que cette mission d'information qui ouvrirait la voie à une grande loi foncière est à l'ordre du jour de votre commission? Merci. En tout cas, à l'ordre du jour du prochain bureau, à n'en point douter. Voilà. Monsieur le rapporteur. C'est bon. Merci Dominique. Je partage entièrement. Je pense qu'ici, tout le monde est d'accord. L'agriculture ne subsistera que si on partage les terres et qu'on installe de nouveaux exploitants. C'est un enjeu essentiel, a fortiori quand on se retrouve avec la démographie actuelle des exploitants agricoles. J'imagine que tu approches de la retraite toi aussi? Pas encore? Non, trêve de plaisanterie, mais c'est un enjeu majeur vraiment. Et il faut qu'on arrive à installer, c'est indispensable, y compris dans les zones en tension, là où le prix du foncier est très important. Il y a des processus qui permettent d'aider et c'est un des sujets. Il ne va pas être traité ici, mais c'est un des sujets majeurs en effet. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, vous l'avez précisé, la perte des terres agricoles alimentée par l'urbanisation et la spéculation foncière est un défi majeur pour notre souveraineté alimentaire et aussi pour l'équilibre environnemental. Cette proposition de loi qui renforce les pouvoirs de la SAFER, vous l'avez précisé, représente une avancée essentielle pour protéger ces terres contre les dérives spéculatives. Aussi, je tiens à souligner les spécificités des zones de montagne,
où l'agriculture joue un rôle crucial, vous le savez, dans la gestion à la fois des paysages et de la biodiversité. Le texte étend le droit de préemption des SAFER à ces zones sensibles, tout en introduisant un droit de visite pour une meilleure évaluation des terres. C'est une bonne chose. Cependant, ma question est la suivante. Comment s'assurer que les SAFER disposent des outils et des financements nécessaires pour intervenir efficacement sur ces zones de montagne où les défis liés à l'isolement et au coût d'intervention sont particulièrement marqués? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Vigier. Monsieur le rapporteur. Chers collègues, pour les outils, on est en train d'établir une boîte à outils qui devrait permettre ce droit de préemption et faciliter la préemption partielle. Pour le financement, en effet, c'est un autre sujet. Sur notre territoire, et là je reparle du Pays Basque, je suis désolé, c'est le territoire que je connais le mieux, il y a une convention entre l'agglomération Pays Basque et la SAFER qui travaille main dans la main avec le PF local pour trouver une solution. Mais c'est-à-dire que, alors, après, c'est pas mieux chez nous qu'ailleurs, mais sur certains domaines, c'est bien pire. Et celui-là, en l'occurrence, le prix de l'immobilier, le prix du foncier a atteint des sommets chez nous et a obligé l'ensemble des acteurs à se mettre autour de la table. Et c'est pour ça que moi, je suis arrivé ici avec une volonté de travail transpartisane, comme on le fait chez nous. Et en mettant l'ensemble des acteurs d'un territoire autour de la table en disant on va travailler main dans la main parce qu'il nous faut trouver des solutions, globalement, ça peut fonctionner. Des fois, on est limité par la loi, c'est le cas, et donc on essaye de modifier la loi pour coller à la réalité, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire de cet ordre-là, en tout cas. Voilà. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur François Ruffin. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre proposition de loi. Bon, on disait que c'était un département, l'équivalent d'un département français tous les 10 ans qui disparaissait de terres agricoles qui étaient bétonnées. Et puis ensuite, un autre rapport nous disait que c'était tous les 7 ans. C'est 26 mètres carrés par seconde. Et dans ma Picardie, puisque vous parlez de votre Pays Basque, dans ce qui était le grenier à blé de la France, ce sont d'immenses hangars, des grands pôles logistiques qui viennent manger des dizaines d'hectares. Je faisais partie de la mission d'information qui était menée par mon collègue Dominique Potier sur protéger le foncier, avec derrière une promesse de loi qui n'est jamais venue, une loi pour sortir le foncier du marché. Parce que ce qui n'est pas évoqué là, alors nous on connaît moins les terres d'agrément, j'ai découvert l'expression, la surattractivité on connaît moins, mais ce qu'on connaît c'est l'accaparement, c'est la spéculation. Et je ne sais pas si au fil de vos auditions, la question de comment on régule et comment on fait que ce n'est pas les banques, comment on fait que ce n'est pas les fonds, comment on fait que ce n'est pas les grandes entreprises qui se saisissent du foncier, est-ce que c'est advenu au fil de vos auditions? Monsieur le rapporteur. Comment on fait le travail de la SAFER doit faire que c'est réattribué à des agriculteurs et pas... On le sait aujourd'hui... Alors peut-être que tout le monde n'en a pas conscience ici, mais le milieu financier aujourd'hui veut s'accaparer le foncier agricole parce qu'ils savent qu'un des enjeux majeurs de demain, c'est l'alimentation. Et donc si on n'arrive pas à trouver les verrous pour empêcher cette financiarisation du foncier agricole, on va au-devant de graves problèmes et de l'accaparement par des grands groupes, des fonds de pension, de notre foncier agricole. Donc, il faut absolument qu'on trouve les solutions. Et comme je disais, c'est qu'une brique dans l'édifice, mais il va falloir qu'il y ait une prise de conscience globale. On est en train de mettre des rustines pour le moment, mais il va vraiment falloir construire une digue pour empêcher les velléités de certains. On le voit, il n'y a pas que la France qui est concernée. On est dans un monde global où on voit bien que les terres en Afrique sont accaparées de plus en plus par la Chine, par exemple. Et les terres en Europe, elles attirent des convoitises également. Donc, clairement, il faut qu'on se prépare. Mais c'est le coup d'après. Mais en effet, il y a vraiment un enjeu majeur. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Jean-Luc Bourgeot.
Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Comme on parle de disparition des terres agricoles, j'aurais donc une remarque par rapport aux collectivités, et ça a été évoqué particulièrement chez moi au département, qui achètent chaque année des terres dans des espaces classés, proches du rivage, etc. Malheureusement, bien souvent, ces terres ne sont plus exploitées ensuite, alors que pour certaines, ce sont de très bonnes terres, comme celle, exemple, proche des rivages. Et là, on ne parle pas de quelques hectares, des fois, c'est des dizaines, voire des centaines d'hectares. Merci, Monsieur Bourgeot. Monsieur le rapporteur. Je partage. Moi, j'ai été élu en charge de l'urbanisme dans une commune côtière. Et aujourd'hui, il faut, même si les communes ou les départements achètent du foncier, il faut qui mettent des bails pour permettre l'activité des agriculteurs sur ces terres-là. Il ne faut pas que ces terres elles restent comme ça. Oui. Clairement, on est bien d'accord. Aujourd'hui, 1 hectare de terre agricole doit rester 1 hectare de terre agricole. Il faut préserver ce foncier-là. Je ne sais pas s'il y a une totale opposition entre les deux. En tout cas, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et là, je vais dans le sens de ce que je répondais tout à l'heure. Il faut que les acteurs du territoire mesurent le caractère crucial du foncier agricole, et que même si, parce qu'il y en a une nécessité, c'est préempté par quelqu'un d'autre que la SAFER, qu'on garde la vocation agricole du foncier malgré tout. C'est indispensable, je pense. Oui. Je vous rejoins. Merci. D'ailleurs, je me permets de dire que dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne, il n'y a pas de régulation du foncier par la SAFER, et que ça se voit tout de suite sur le prix des terres et sur des difficultés de transmission qui sont autrement encore plus importantes qu'en France. Voilà, c'est pour redire aussi le rôle essentiel des SAFER en France. C'est une spécificité, mais à mon avis, qui est vraiment à préserver. Et sur l'artificialisation des terres, je pense qu'au Salon de l'agriculture, un peu, avec notre délégation, ça a été soulevé par un certain nombre d'acteurs agricoles. Donc je tiens à dire d'ailleurs que nous avons une belle délégation au Salon de l'agriculture. Voilà. Mais je pense notamment aux terres viticoles, parce que notamment le Conseil national des AOC ont vraiment tiré la sonnette d'alarme on parlait des grands groupes, sur les difficultés actuelles, en particulier dans la viticulture, sur cette question-là. Tout ça pour dire, mais il y a eu des appels là-dessus, que cette proposition de loi est évidemment extrêmement importante, mais que je crois que nous avons tous envie aussi de poursuivre ces travaux au-delà sur le foncier agricole. Voilà, nous passons tout de suite à l'examen de cette proposition de loi, avec tout d'abord l'article 1er et l'amendement numéro 4 de Madame Rouault. Oui, merci Madame la Présidente. Je vous propose de parler des 2 amendements. Aujourd'hui, les ventes en démembrement de propriété se sont multipliées. En 2022, le marché des biens démembrés a atteint un niveau record en surface et en valeur, puisque 270 ventes d'usufruits ont été notifiées au SAFER pour 2350 hectares et une valeur de 44 millions d'euros. Les cessions de nues propriétés notifiées sont quant à elles au nombre de 980 pour 11 440 hectares et 183 millions d'euros. Si les SAFER constatent une augmentation des cessions en démembrement de propriété, elles ne disposent pas de la temporalité et des leviers suffisants pour prouver le caractère frauduleux du recours à ce montage juridique. De plus, la charge de cette preuve difficile à rapporter pèse exclusivement sur les SAFER. Ainsi, en raison de la vente en nue propriété, il est difficile pour les SAFER de poursuivre leur mission d'intérêt général qui vise notamment à promouvoir l'installation des agriculteurs et à lutter contre la spéculation foncière. Donc le premier amendement permet à la société, à la SAFER, d'avoir à sa disposition des informations supplémentaires sur les opérations de démembrement de propriété, et le respect du renforcement de cette obligation déclarative via les notaires permet à la SAFER de vérifier la sincérité et l'exactitude des informations ainsi que la réalité juridique et économique des opérations afin de limiter le contournement de l'exercice du droit de préemption. Et le deuxième amendement s'inscrit dans un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d'usufruit ou de nue propriété. Il incombe désormais aux cédants et aux cessionnaires de démontrer l'absence d'intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la SAFER. Et cette dernière est souvent dans l'incapacité de réunir les informations et les preuves suffisantes. Donc cet article vise à permettre l'établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur. Ce deuxième amendement est important puisque le troisième, qui permettait de rallonger le temps d'usufruit de 2 à 9 ans, a été invalidé puisque ça représentait une charge. Et donc la SAFER, en 2 ans, ne peut pas exercer son droit de préemption.
Merci Madame Rouault. Je vous ai laissé évidemment un peu plus de temps parce que vous avez présenté les deux amendements, l'amendement numéro 4 et numéro 5. Pour l'instant, je vous laisse, monsieur le rapporteur, réagir vraiment sur l'amendement numéro 4, puisque c'est l'article 1er. L'amendement numéro 5 viendra après l'article 1er. Tout à fait. L'amendement numéro 4 sur les compléments d'information nécessaires à la SAFER pour effectuer un travail tel qu'il se doit, c'est quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Dans les auditions, on l'a entendu à chaque audition, quand on a parlé de contourner le droit de la SAFER, le démembrement a été nommé par tous les acteurs, tous, y compris les notaires, en disant qu'ils y étaient pour rien. Bon, il se trouve que dans certaines zones géographiques comme la mienne, on peut en douter un peu, mais il n'empêche que c'est la réalité. Donc aujourd'hui, renforcer l'information, ça permettra à la SAFER ensuite de caractériser davantage un contournement de la règle. Donc évidemment, très favorable, c'est un sujet que Vincent Bru avait porté avant moi, que j'avais réfléchi aussi, mais comme Claudia Rouault avait commencé à travailler sur le sujet, je lui avais laissé et qu'on remet ici par amendement. Sur l'amendement qui a été retoqué, l'idée de passer de 2 ans à 9 ans le délai pour une pleine propriété après une vente en nue propriété. Aujourd'hui, cet amendement va dans le bon sens, on y est favorable, sauf que ça ne nous est pas permis par amendement, donc on va essayer de le faire porter par le gouvernement. On essaiera, et j'espère qu'on sera tous unanimes là-dessus, pour essayer de le porter auprès du gouvernement pour qu'il l'amène avec nous en séance. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Potier. Ouais. En appui, c'est dès 2014, on avait identifié cette question du démembrement de propriété, qui était un sport national pour contourner les droits de la SAFER. À l'époque, on avait installé 2 ans avec la peur que le Conseil constitutionnel vienne plomber. Donc c'est un amendement que j'avais porté au nom du groupe socialiste. On avait obtenu, Stéphane Le Foll, cet accord sur 2 ans avec la peur du Conseil constitutionnel et d'une révision. Aujourd'hui, les faits et l'évolution du droit nous laissent espérer que ces dispositions vont pouvoir être adoptées. Elles étaient introduites dans la PLOA. De façon paradoxale, je le dis avec humour, Annie Genevard, qui est un des départements les plus régulés par le marché du foncier et du comté, et qui connaît les questions du foncier qui sont également régulées, avait été sensible, avait soutenu avec les Républicains cet amendement dans la PLOA, qui malheureusement a été édulcoré au Sénat et n'a pas de portée normative. Donc il est heureux que par l'amendement de notre collègue, nous venions régler ce problème ici. Je voudrais dire que si les démembrements de propriété sont revenus à la mode, c'est parce que la loi Sempastou a pour partie contrôlé les sociétés et que dans le sport de contourner la loi en permanence auquel se livrent malheureusement parfois certains organismes agricoles et des cabinets d'avocats, le démembrement de propriété est revenu à la mode comme un modèle ces dernières années, on l'a observé partout sur nos territoires. Exactement. Donc c'est heureux que ces dispositions viennent là. Encore une fois, tant qu'on n'aura pas réglé la question de la définition de l'actif, de la régulation de l'ensemble des marchés agricoles, y compris ceux des prestations de services et de propriété, et une réorganisation des autorités compétentes, on n'aura pas abouti. Mais tous ces pas que nous faisons aujourd'hui sont néanmoins précieux. C'est les forces du bien contre la logique de l'accaparement et qui se mettent en œuvre. Merci. Merci, monsieur Potier. Monsieur le rapporteur, c'est bon, pas d'autres interventions? Monsieur le rapporteur. Donc, comme je l'ai dit, favorable à l'amendement, c'est quelque chose qui est demandé par tous les acteurs. Donc, clairement, renforcer l'information est nécessaire. Bien, donc sur cet amendement numéro 4, sur mettre à disposition des informations supplémentaires sur les opérations en démembrement de Madame Ruault, avis favorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 12 de monsieur le rapporteur. C'est un amendement dont je parlais tout à l'heure qui vise à rendre plus acceptable cet article 1 sans changer l'objectif final et le résultat. Cet amendement vise à préciser et sécuriser juridiquement la disposition proposée. Dès lors que le droit de préemption partielle des SAFER s'applique dans les mêmes conditions que son droit de préemption simple, lorsque la déclaration d'intention d'aliéner comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens, préemptable ou non, il convient de généraliser les situations où cette ventilation des prix s'opère. En effet, la ventilation des prix est une mesure qui favorise la transparence des prix du foncier
et qui permet de lutter plus efficacement contre la spéculation des prix sur les terres agricoles. Pour préserver les droits et les libertés des propriétaires, la définition des biens non agricoles peut comporter l'inclusion de bâtiments et de terrains d'agrément qui leur sont attachés dans la mesure où ces terrains sont indispensables et proportionnés à la surface des bâtis. On avait une mesure normative en nombre de mètres carrés qui semblait être une contrainte trop importante. Et aujourd'hui, on est venu réadapter pour qu'on puisse avoir un redécoupage à l'initiative du vendeur, s'il le souhaite, mais qui permettra d'éviter la taxe sur la sacro-sainte propriété privée. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des interventions? Donc nous passons au vote sur cet amendement numéro 12 de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 5 de madame Rouault. Non, pardon, on vote évidemment sur l'article 1er. Sur cet article 1er, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Donc maintenant, amendement numéro 5, après article 1er de madame Rouault, que vous avez déjà présenté. Donc amendement qui opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d'usufruit ou de nue propriété. Monsieur le rapporteur. Cette inversion de la charge de la preuve a été évoquée lors des auditions. Elle devrait permettre aux SAFER de réguler davantage ce contournement de la règle, et notamment suite à une information renforcée que nous venons de voter. Je vous remercie, monsieur Armand. Oui, donc avis favorable. Monsieur Armand. Oui, je vous remercie, madame la présidente. Je pense qu'on partage tous l'essentiel à la fois des objectifs de la proposition de loi et même l'objectif de cet amendement. Je voudrais quand même vous alerter sur un point qui me paraît assez important. Cet amendement prévoit que le cédant et le cessionnaire doivent démontrer leur absence d'intention frauduleuse. En droit, démontrer une absence d'intention, c'est assez difficile. Et je ne sais pas comment on va décliner réglementairement, et encore plus comment le juge va apprécier qu'il n'y a pas d'intention et quelles sont les preuves qui vont permettre de dire effectivement il n'y avait pas l'intention d'une preuve. Tout notre droit est construit au contraire sur le fait de prouver ou d'avoir un faisceau d'indices qui permettent de démontrer qu'il y a une intention. Donc autant je suis d'accord avec l'intention pour le coup de l'amendement, mais je pense que son écriture serait ou anticonstitutionnelle ou très problématique dans la pratique pour le juge. Monsieur Potier. Oui, j'entends l'argument de monsieur Armand. Il faut qu'on l'entende. En vérité, il peut y avoir une fragilité. Je vais redire quand même le contexte. On est, dans 90% des cas, sur un transfert de nue propriété, avec parfois le propriétaire exploitant qui a transféré cette nue propriété à un tiers qui aurait fait l'objet d'une préemption de la SAFER, qui va continuer à exploiter les terres sous la forme d'une prestation de service par le même à qui il a transféré en nue propriété. Donc, démontrer l'intention, ce serait par exemple dire que nous ne sommes pas concernés par les intérêts de l'exploitation de ces mêmes terres dans le temps. Je crois qu'on a une séance. On a des organisations agricoles qui, de façon unanime, sont pour consolider ce dispositif. Donc, s'il y a des améliorations, moi, je propose qu'on y travaille et qu'on consolide ce dispositif afin de veiller à ce qu'il ne soit pas fragilisé par ce que vous venez de pointer. Madame Ruot. Oui, bien sûr, on nous a fait part de cette réserve. La difficulté aujourd'hui, très clairement, pour la SAFER, alors surtout si on revient à 2 années d'usufruit, c'est qu'aujourd'hui, elle n'a absolument pas la capacité et l'ingénierie pour pouvoir prouver qu'il y a eu une volonté de contourner la SAFER. Donc derrière cet amendement, c'est d'abord une volonté dissuasive, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas forcément, suite à la vente, un usufruit, enfin mis à la disposition de celui qui a acheté. C'est d'abord une volonté dissuasive. Et il faut savoir que l'inversement de la charge de la preuve, c'est quelque chose qui se développe énormément en droit européen et en droit français. On a quelques exemples, je pourrais vous les faire parvenir. Et je pense qu'il faut tenter le coup parce que la SAFER aujourd'hui constate l'explosion des ventes en nue propriété et ne peut absolument pas aujourd'hui aller vers toutes ces procédures. Monsieur le rapporteur.
Si Claudia Roux souhaite maintenir l'amendement comme tel, on le vote comme tel. S'il y a une volonté de rediscussion, pourquoi pas, je ne sais pas. Je laisse à la porteuse de l'amendement... Madame Ruot, Madame Ruot, ah oui, Monsieur Di, vous vouliez vous exprimer ? Merci Madame la Présidente. Juste, moi je trouve que l'argument de Sylvain Armand est extrêmement pertinent parce que c'est celui qui permettra de rendre opérationnel l'amendement. Personne ne remet en cause l'intention de l'amendement et le fond de l'amendement. D'ailleurs, Dominique Potier l'a bien précisé. C'est simplement de s'assurer que cet amendement, et une fois écrit dans la loi, soit opérationnel. Et je trouve que la manière la plus propre, pardonnez-moi l'expression, c'est peut-être pas la plus adaptée, mais la plus propre d'un point de vue légistique, est de retirer l'amendement pour le rédiger pour la séance. Parce que là, si on adopte un amendement impropre, pour rester dans mon propos, et qu'il faut recorriger pour la séance, d'ailleurs, je ne sais pas comment se passera la séance, je trouve qu'on sera à côté du sujet. Donc là, il y a une intention collective. Le mieux, c'est de le retirer. Après, je ne suis pas à la place du rapporteur et ni à la place de la présidente, mais je pense que c'est le mieux, et d'avoir un amendement consolidé pour la séance. Alors, donc, je rebondis sur ce qui vient d'être dit par les collègues Armand et Dive, et donc je me tourne vers Madame Ruot. Donc, personne, évidemment, ne remet en cause le fond, qui paraît juste à tout le monde. Bon, simplement sur la formulation, et je pense notamment à la formulation qui doit se suffire à elle-même, il me semble. Est-ce qu'il peut y avoir la possibilité... C'est votre choix. Soit vous maintenez, soit il y a un engagement à retravailler pour la séance avec monsieur le rapporteur, éventuellement les collègues qui seraient intéressés à le retravailler. Je vous laisse la parole, Madame Ruot, et puis ensuite on vote. Donc, je vais suivre les propositions. Donc, à ce moment-là, je souhaite le retirer, mais pour le retravailler, le redéposer en séance, si vous en êtes d'accord. Tout à fait. Donc... Oui. Non, mais avec voilà, parce qu'on a passé des heures avec les juristes de la SAFER, on a passé des heures avec d'autres juristes, et très sincèrement, on ne voit pas comment on va pouvoir soutenir la SAFER sans passer par l'inversement de la charge de la preuve. Donc, on pourra le préciser. Donc retirer pour le retravailler pour la séance. Je vous remercie, Madame Ruot. Donc, je retiens que tout le monde est d'accord sur le fond, c'est qu'il y a cette nécessité d'inverser la charge de la preuve, simplement avec un travail pour la séance, avec monsieur le rapporteur, évidemment les collègues qui seraient intéressés, et j'imagine bien aussi les acteurs agricoles. Merci d'ailleurs Madame Ruot de ce travail. Nous passons maintenant à l'article numéro 2 qui est une extension du droit de préemption de la SAFER à certaines communes. Nous passons donc à l'amendement numéro 9 de Madame Grangier. Oui, merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à renforcer le contrôle sur la cession des terres agricoles lorsque des investisseurs étrangers sont impliqués. Aujourd'hui, notre foncier est de plus en plus convoité par des acteurs extérieurs qui spéculent sur nos terres ou qui, comme chez moi, les agriculteurs suisses exploitent nos terres agricoles. Nous proposons donc une obligation de signalement et un examen préalable par les autorités compétentes pour toute transaction de ce type. Cette mesure permettra notamment à la SAFER d'exercer son droit de préemption pour garantir que nos terres restent accessibles aux agriculteurs français et en particulier aux jeunes qui veulent s'installer. Cela protégerait donc les agriculteurs français face à une concurrence étrangère déloyale. Merci. Merci Madame Grangier. Monsieur le rapporteur. Merci. La question est un sujet de discrimination sans discernement envers tous les étrangers, ce qui pose un problème de conformité à la Constitution et aux droits de l'UE, a priori. Votre avis, donc, avis défavorable. Donc, y a-t-il des réactions ? Donc, dans ce... Oui, Monsieur Martin. Oui, je soutiens ma consoeur, Mme Grangier, parce que dans ma circonscription, j'ai vécu ce genre de choses. Un agriculteur belge ou hollandais, je ne sais plus, avait mis 30 000 € de l'hectare sur la table pour reprendre une exploitation même plutôt conséquente. La SAFER a intervenu et elle a permis de faire son droit de préemption, ce qui a permis à des jeunes agriculteurs de s'installer. 5 agriculteurs se sont installés sur ces hectares qui ont été vendus à moindre prix. Voilà. Donc son amendement est tout à fait pertinent. Je vous remercie, Monsieur Martin. Monsieur le rapporteur. C'est justement, là on est en train de renforcer le droit de préemption de la SAFER. Justement, ça permet d'évacuer complètement le sujet. Si on continue de renforcer le droit de la SAFER ne va pas l'attribuer à des exploitants ou des fonds de pension étrangers. Donc, à moins que vous ayez un cas autre.
Bien, je suis désolée, voilà, on arrête après la prise de parole de monsieur le rapporteur, mais vous pourrez évidemment reprendre la parole sur les autres amendements. Amendement donc numéro 9 de madame Grangier, avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons au vote sur l'article 2. Après le... voilà. Non, il n'y a pas d'explication de vote sur les articles, mais je vous donne la parole évidemment juste après sur l'amendement numéro 13. Sur l'article 2, qui vote? Il faudrait qu'on discute de l'article 2. C'est ce que j'avais demandé. Si possible. Alors, monsieur le rapporteur, et ensuite, nous entendrons les réactions. Sur la rédaction de l'article 2, c'est ce que je disais en préambule. Pour en avoir discuté lors des auditions, pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, cette rédaction pour la détermination de ces zones et le passage à 20 ans de la vocation agricole des bâtiments, le zonage, il faut qu'on trouve une meilleure écriture, on pense. Nous, on l'avait prévu sur décision du préfet. Ça semble ne pas être la meilleure des solutions. Il y a la possibilité peut-être d'attribuer aux communes la possibilité de passer à 20 ans. Mais aujourd'hui, l'écriture telle qu'elle est nécessitera certainement une réécriture et un amendement pour la séance. Mais je voudrais ouvrir un peu de discussion sur ce sujet pour récolter vos points de vue de manière à le réajuster ensemble, en fait. Bien, merci monsieur le rapporteur. Donc je rappelle qu'il y a, comme j'avais expliqué d'ailleurs à madame Bateau la dernière fois, il n'y a pas d'explication de vote en commission. Cependant, comme monsieur Armand, vous aviez un amendement, je vous laisse, et que vous avez retiré, je vous laisse évidemment la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. D'ailleurs, je pense que c'est la présidence de la Commission des Finances qui l'a jugé irrecevable. On est quand même classiquement dans un problème de recevabilité assez majeur, puisque l'amendement portait sur la durée jusqu'à laquelle peut porter la préemption de 5 à 20 ans. Et il a été considéré qu'il faisait peser une charge sur les finances publiques, ce qui est au mieux discutable, voire complètement inexact, puisque c'est au cas par cas, et que le délai n'a aucun impact sur a priori et en théorie sur le prix. Donc l'irrecevabilité me paraît assez farfelue. Peu importe. Je reviens quand même juste sur le point de l'article 2, puisque vous m'y autorisez, je vous remercie, pour dire quand même que ce qu'on est sur le point de voter, même si on partage l'intention, me paraît problématique à au moins 2 titres. La première chose, je le redis, c'est que cet article permet désormais pourrait permettre à 59 départements d'appliquer la règle des 20 ans. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est une faculté qui doit relever du préfet de département ou, étant donné qu'on parle de 2/3 du territoire hexagonal, directement de la loi? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas donner la faculté directement au législateur pour que les choses soient claires? Et la deuxième chose qui est liée à ça, c'est que le préfet peut se retrouver à donner un délai, à autoriser un délai de 20 ans pour une commune qui n'est pas du tout en tension. Je ne cite pas de département pour ne pas ouvrir des susceptibilités, et ne pas autoriser cette faculté dans un département comme le mien, la Haute-Savoie, où ça l'est, et le préfet ne sera pas redevable d'une explication. Donc je crois que, quitte à le remonter à un niveau législatif, il y a un travail à faire. En l'état, et on y travaillera d'ici la séance, je pense, mais en l'état, je pense et comme disait M. Dive tout à l'heure sur l'opérationnalité de la procédure, je pense qu'on complexifierait et qu'on donnerait peu de matière opérante. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Armand. Donc voilà, pour préciser, à l'article 2, il y avait votre amendement numéro 3 qui a été jugé irrecevable sur avis du président de la commission des finances, sur l'après-article 2, et par contre, vous avez retiré votre amendement numéro 2. On est bien d'accord, hein? Voilà. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez réagir? Je vous propose qu'on vote l'article 2 tel qu'il est là aujourd'hui et que d'ici à la semaine prochaine, on y travaille ensemble de manière à trouver la meilleure des solutions. Je ne détiens pas la vérité et on a bien cerné la problématique. Il faut qu'on trouve le levier, mais on est d'accord sur le principe. C'est juste l'application qui nécessitera de se mettre autour de la table. Donc, je propose qu'on passe au vote. Eh bien, nous allons en effet le faire, monsieur le rapporteur. Donc... Non, c'est pas de souci. Donc, nous passons au vote sur l'article 2. Sur cet article 2, qui est pour? Qui est contre?
Il est donc adopté. Nous passons maintenant à l'après-article 2 avec l'amendement numéro 13 de monsieur le rapporteur. Grâce à cette disposition, la SAFER pourra réviser le prix du bâti qui sera alors, le prix total du bien s'il n'y a pas eu de ventilation des prix par le vendeur, en s'appuyant notamment sur les commissaires au gouvernement, comme elle le fait dans les autres cas de figure où elle peut préempter en révision de prix. En cas de refus de ce prix par le vendeur, ce sera au tribunal de trancher. Si la SAFER doit donc finalement accepter d'acheter tous les biens, ce sera un prix fondé sur des critères objectifs qui sont censés prévenir la spéculation et l'aggravation de la pression sur le foncier agricole. Et si le propriétaire préfère ventiler le prix dès le départ pour éviter de voir le prix des biens non préemptables revu à la baisse, il peut se saisir de la possibilité que nous lui offrons dans le nouvel article 1. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote sur cet article de monsieur cet amendement de monsieur le rapporteur, amendement numéro 13, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 7 de monsieur Benoît. Merci, Madame la Présidente. Moi, je propose de soumettre à la réflexion de la Commission la proposition suivante. L'amendement donc propose de permettre à la SAFER de disposer d'un droit de préemption prioritaire sur les collectivités publiques ou les établissements publics. Je m'explique. Aujourd'hui, les SAFER se trouvent mises en situation de concurrence et je souhaiterais, moi, que par exemple les syndicats des eaux, les EPCI, les départements, par conventionnement avec les SAFER, puissent travailler à la mise en place qui des espaces naturels sensibles, qui des périmètres de protection d'eau potable et qui de projets agricoles, d'installation de projets alternatifs. Mais la main reviendrait exclusivement à l'outil dont c'est le métier, c'est-à-dire les SAFER, et donc à la profession agricole. Merci, monsieur Benoît. Monsieur le rapporteur, d'abord. Je comprends tout à fait. Et je pense que le vrai problème, c'est la coordination des différents acteurs et la multiplication des outils de préemption qui fait qu'aujourd'hui, on peut arriver, et ça a été évoqué lors des auditions, à une certaine concurrence. Comme je l'ai dit, je crois qu'il est indispensable que ces différents acteurs se mettent autour d'une même table pour éviter les incohérences ou les oppositions et essayer de construire ensemble. C'est vrai que chez nous, ça fonctionne bien. Maintenant, j'entends que ce n'est pas forcément le cas par ailleurs. Je crois qu'il y a une réflexion un peu plus globale à mener sur ce sujet-là. Je ne suis pas foncièrement, j'entends tout à fait, je ne suis pas foncièrement favorable avec l'amendement, dans le sens où je pense que ça sort un peu du cadre de la PPL, à mon avis en tout cas. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur Armand. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais, avec le groupe EPR, venir en soutien de cet amendement parce que je pense qu'il pose un problème aigu qui est celui de la fragmentation, de la juxtaposition, des droits de préemption, qui souvent, en plus, font débat ou posent problème précisément dans les cas de priorisation qui sont indiqués dans l'exposé des motifs, qu'il s'agisse des ENS ou de la ressource en eau. Donc je pense à la fois que le débat est important d'être mené et peut-être aussi d'ailleurs en séance plus largement, et que cet amendement permet au moins la clarté et l'efficacité dans la préemption. Monsieur Potier et ensuite monsieur Benoît. Oui, je vais faire Antoine Armand à l'envers, là, au nom du groupe socialiste. C'est-à-dire que... Non, pourquoi? Parce que moi, je partage complètement l'intention de Thierry Benoît. C'est d'ailleurs dans la PPL que nous avons signé et déposé avec, et qui j'espère sera examiné, de Pascal Lecamp sur la régulation de l'agrivoltaïsme. Le droit de préemption étendu aux collectivités qui prennent la compétence de production d'énergie électrique va dans le même sens. Il y a celle des captages,
que moi je ferais même passer jusqu'à l'expropriation au vu des enjeux de protection de l'eau qui sont en cours. Et il y a une certaine confusion qui s'est installée entre qui avait le droit de préemption entre la collectivité et la SAFER. Vous proposez une forme de régulation qui mérite un tout petit peu d'examen, chers collègues. Et je pense un peu comme tout à l'heure, la prudence d'Antoine Armand, je la fais mienne aujourd'hui. On partage complètement l'intention. Est-ce qu'on peut se donner simplement le temps d'ici la séance de vérifier qu'on n'est pas en train d'enfreindre les droits d'urbanisme des collectivités sur des fondamentaux et qu'on ne donne pas, pour le coup, trop de pouvoir à l'un ou à l'autre, que le point d'équilibre est trouvé. Mais complètement dans le sens, on a fait, nous, un réaménagement des côtes qui étaient totalement dispersées pour installer des viticulteurs par des conventions collectivités locales que je présidais à l'époque avec les SAFER, avec des résultats extraordinaires. Mais est-ce que ce modèle-là ne cache pas d'autres vices que nous n'avons pas détectés? La prudence imposerait peut-être, de notre point de vue, un retrait pour le retravailler et vérifier qu'on est au point d'équilibre qui poursuivent le même but. Merci. Merci, Monsieur Benoît. Oui, monsieur le rapporteur, vous proposez de mettre l'ensemble des acteurs autour de la table. Moi, je propose qu'à l'instar de ce qui se passe lorsque l'on construit une grande infrastructure ferroviaire, routière, aéroportuaire, on confie par conventionnement à la SAFER la mission de constituer des réserves foncières, de faire de l'aménagement foncier, de réorganiser les espaces. Moi, je souhaiterais que dans le cadre de l'instauration de périmètres de protection, de la création d'un espace naturel sensible, par conventionnement, on confie à la SAFER cette mission de maîtrise foncière, d'aménagement foncier, d'équipement rural. L'idée de la proposition de loi, c'est de consacrer, de conforter les SAFER. Moi, je souhaite saisir cette opportunité pour faire avancer la cause. Alors, je fais mienne la proposition de Dominique Potier et d'Antoine Armand de peaufiner d'ici à la séance ce sujet précis. Je retire l'amendement et je demande, monsieur le rapporteur, avec quelques autres députés, de pouvoir travailler une proposition qui pourrait faire consensus, puisqu'on voit que la proposition de loi va être votée à l'unanimité et c'est une bonne chose. Mais, monsieur le rapporteur, vraiment, je tiens à ce que vous nous aidiez à prendre en compte cette problématique. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. J'entends et OK pour bosser d'ici la séance sans problème. C'est vraiment la voie qu'on est en train d'essayer de tracer sur l'ensemble du texte. Donc, je ne vois pas d'opposition. Bien, donc je conclus en disant, voilà, Monsieur Benoît, vous proposez donc le retrait pour un engagement à le retravailler en séance avec Monsieur le rapporteur et les collègues, évidemment, qui seront intéressés pour le faire. Donc nous passons maintenant à l'article 3. Donc c'est sur le droit de visiter un bien pour la SAFER avant préemption. Avant droit de préemption. Et donc j'inviterai les collègues qui souhaitent intervenir sur l'article à le faire à l'occasion du premier amendement, et du seul d'ailleurs, de Madame Grangier, amendement numéro 10. Merci Madame la Présidente. Donc nous proposons par cet amendement d'accorder à la SAFER la possibilité de visiter le bien avant de préempter. Alors on propose pour trois objectifs. Vérifier que la terre est bien à usage agricole et qu'il n'y a pas eu de conversion illégale. Empêcher des manœuvres frauduleuses visant à favoriser l'acquisition par des investisseurs étrangers et renforcer la transparence et la régulation du foncier agricole au bénéfice des agriculteurs français. Il ne s'agit pas là d'ajouter de la complexité, mais bien de donner à la SAFER un outil efficace pour protéger notre patrimoine agricole et garantir que nos terres restent entre les mains de ceux qui les cultivent. Alors j'entends, on parle de Français, attendez, je parle même d'étrangers. Ah, vous allez me dire discrimination. Mais réellement, est-ce que ce n'est pas discriminatoire, Monsieur Dufaux, lorsque vous préférez effectivement préserver vos terres agricoles aux dépens des investisseurs fonciers, des investisseurs qui vont construire des bâtiments pour les vacances ou je ne sais quoi sur votre littoral? Nous, en zone frontalière, nous sommes menacés par les exploitants étrangers. Oui, c'est une réalité. Et allez dire aux agriculteurs français qui ne peuvent plus agrandir leur exploitation parce que les investisseurs étrangers, suisses chez moi, sont priorisés par rapport aux Français, allez leur dire que c'est de la discrimination. Je ne pense pas qu'ils l'entendront de cette façon. Merci. Monsieur le rapporteur. Aujourd'hui, alors, je ne parle pas d'étrangers ou pas.
qu'on soit bien clair. J'entends la motivation de votre amendement. Je crois que l'objectif est déjà rempli sans même la visite. On est sur de l'information, en fait. C'est plutôt l'information qui va caractériser. Si on visite un bien, on va le visiter avec le vendeur, mais on n'aura pas d'informations supplémentaires sur l'acheteur, quand bien même soit-il étranger. Donc aujourd'hui, je crois qu'il n'atteint pas l'objectif que vous escomptiez, en tout cas. Voilà. Je vous remercie. Alors, dans les interventions individuelles, il y a Monsieur Dive. Je dois dire que c'est la dernière possibilité de s'exprimer sur la proposition de loi, puisqu'après, on vote sur les articles 3 et 4. Donc, je tiens à le préciser dès à présent. Monsieur Dive. Merci, Madame la Présidente. Moi, je crois que l'amendement tel qu'il est rédigé d'aujourd'hui a peu d'effet. Parce qu'il y a un principe de réalité. Et la collègue Grangier évoque un principe de réalité, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est sur des zones frontalières, proches de pays qui cherchent à soit acquérir des terres, soit produire, forcément, il y a une forme d'accaparement. Mais l'accaparement ne se fait pas par l'acquisition. Il y a aujourd'hui 500 000, allez, un peu moins, agriculteurs en France, et il y a un peu plus de 4 millions de propriétaires. Les agriculteurs ne sont pas propriétaires de l'intégralité de leurs terres, ils sont locataires. Et en fait, le phénomène n'est pas sur l'acquisition de terres, il est sur la sous-location, qui est interdite d'ailleurs, sur la sous-location de terres. Et tout à l'heure, il y avait notre collègue qui évoquait l'exemple de la Seine-Maritime. Je le connais en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France et dans d'autres régions. Effectivement, il y a des sous-locations de terres qui se font par des producteurs belges auprès de d'agriculteurs français aux abois. Il faut aussi évoquer la réalité, aux abois. Et il y a quelques années, c'était 1 500 € l'hectare. Aujourd'hui, on est près des 2 000 € l'hectare de sous-location de terre pour faire des pommes de terre. Ces pommes de terre sont cultivées avec les plants belges, traversent la frontière, sont transformées de l'autre côté de la frontière et ensuite reviennent chez nous sous forme de produits transformés. Et là, on est sur un vrai sujet, effectivement, de contournement et d'accaparement, on pourrait le dire comme tel, même si je pense que le mot est un peu abusif. Mais ce n'est pas d'investissement. C'est un autre sujet, c'est de la sous-location. Et c'est là où, en réalité, malheureusement, ce texte n'y répond pas. C'est là où il y a un vrai sujet auquel il faut s'attaquer. Vous le vivez dans votre région, je le vis dans ma région, et je pense qu'il y a d'autres exemples ailleurs. Merci, Monsieur Dive. J'en profite pour rendre hommage au statut du fermage, spécificité française, bien utile. Monsieur Lecamp. Oui, je voudrais compléter un peu ce que dit Julien Dive. Moi, sur des exemples concrets, c'est sûr que ça a été évoqué un peu par le rapporteur tout à l'heure. On vit dans un monde global, il y a des pays tout autour. Et on sent bien que le boulot qu'a fait la SAFER depuis 1960, plus le bail rural, plus finalement notre complexité peut-être de la gestion du foncier agricole fait qu'on a un des fonciers les moins chers d'Europe. Et c'est vu que quand on a des difficultés... Moi, je vais prendre un exemple concret. J'ai un agriculteur belge qui avait des difficultés avec le prix du foncier pour faire tourner sa ferme en Belgique. Il vient de racheter chez moi, parce que chez moi, c'est très dur. Les jeunes ne sont pas présents. Et il est en plus marié avec une médecin. Donc, on a une médecin dans la maison de santé, on a un investisseur belge et on a un agriculteur. Alors, la discrimination, je veux dire, par français étrangers me gêne beaucoup dans ce contexte-là. Merci, Monsieur Lecamp. Y a-t-il d'autres interventions? Je rappelle que c'est les dernières avant de voter sur les articles 3, 4 et la proposition de loi. Non, c'est bon, pas de regret. Bien, Monsieur le rapporteur. Là, c'est bon. Donc, plutôt avis défavorable sur l'amendement. J'entends la problématique des sous-locations, mais là, on est en train plutôt de parler des ventes. Et du coup, je pense vraiment que ça ne rentre pas dans le champ escompté et dans l'objectif. Voilà, donc défavorable pour moi. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, sur cet amendement numéro 10 de Madame Grangier, avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? C'est donc rejeté. Nous passons maintenant au vote sur l'article 3, donc sur ce droit de visite des SAFER avant préemption. Sur cet article 3, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons au dernier article, l'article 4. Je ne sais pas si, monsieur le rapporteur, vous souhaitez prendre la parole sur cet article ou si nous passons directement au vote.
On parle du gage financier, Voilà. donc il n'y a pas de défense a priori Bien. nécessaire. Donc sur cet article 4 qui concerne le gage, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons à présent au vote sur l'entièreté de la proposition de loi qui vise à lutter contre la disparition des terres agricoles, renforcer la régulation des prix du foncier agricole. Sur cette proposition de loi, qui est pour? Qui est contre? Eh bien, c'est donc à une belle unanimité que cette proposition de loi est adoptée. Je peux. Merci à tous. J'allais dire Mileshker.